ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est de cette intimité entre la machine ou les machines et les corps humains en particulier. Et donc, j'ai essayé de faire une typologie finalement des machines. J'ai trouvé 4 types de machines en lien avec les corps. Machines au départ, c'est des engins qui déplacent les choses. Donc on peut les trouver dans les décors de théâtre, décors antiques, le Deus ex machina dont on parlera demain dans l'abécédaire. C'est aussi la machine qui vient faire apparaître un dieu, par exemple sur scène, sur la scène du théâtre. Mais bon, comme le disait Valérie tout à l'heure, des véhicules, des canons sont également dans ce sens premier de déplacement de la machine. Ensuite, il y a un certain nombre de machines qu'on va appeler des manières d'inscription, de calcul, de collecte, les machines à écrire, les machines à calculer, les ordinateurs, etc., etc. Donc un type assez large dans lequel on peut aussi mettre les caméras qui collectent des images, on y reviendra. Troisième type de machine en lien avec le corps, c'est celles qui fascinent et qui font le plus peur, c'est ces objets sujets de mimétisme par rapport au corps humain, les automates, les robots, les cyborgs, qui sont dans une effrayante proximité peut-être parfois avec l'humain et avec le corps humain. Et enfin, le dernier sens de machine qu'on a également vu dans la première conférence, autour de finalement ces univers d'appareils connectés, interconnectés, intensément reliés les uns aux autres. Donc on peut penser à Internet depuis 25 ans, mais on a une intensification jusqu'au métaverse, qui sont ces univers virtuels dans lesquels littéralement les gens passent leur vie, certaines personnes, quoi. Donc là, c'est le 4e type de machine au sens plutôt de machinerie socio-technique, là aussi dans un sens métaphorique. Donc ces 4 types de machines, je vais les décliner, vous allez voir, on va les croiser de différentes manières. Autour de la question de la figure, ce qui est intéressant avec la figure, c'est que le mot est polysémique. Une figure, c'est une apparence, une silhouette, la silhouette d'un corps humain, mais c'est aussi une identité, le visage, la figure. Et enfin, c'est une figuration, c'est un mode de représentation, de rendre présent. Donc ces 3 sens, on les retrouve dans le terme de figure, et je vais jouer avec ces différentes figures du corps articulé à la machine ou de la machine articulée avec le corps. Et pour m'amuser, je vous propose une forme de bricolage, des itinéraires artificiels, une autre forme d'IA, si vous voulez, dans lequel je vais bricoler avec un peu d'histoire des sciences, un peu de philosophie de la technique, un peu d'art et de psychanalyse, et une réflexion sur les technosciences en société, avec un dialogue chaque fois dual entre un passé autour d'une œuvre d'art et une citation plus contemporaine, donc qui datera du XXe ou du début du XXIe siècle. Donc voilà pour disons le programme que je vous propose. On va rencontrer 5 figures successivement qui se répondent les unes les autres et qui, voilà, on va le voir, progressent d'une certaine manière. La première de ces figures, c'est la rupture entre le corps et la machine. D'abord, je pense qu'il ne faut jamais oublier les limites de la machine. On vit dans un monde qui survalorise et ne cesse de nous rebattre les oreilles avec des machines. Il faut pas oublier justement que les machines ont des limites. Et c'est finalement une certaine époque comme la nôtre qui les valorise extrêmement. Si on fait quelques pas en arrière, on revient au XVIe siècle avec ce très beau tableau de Peter Bruegel l'Ancien, La chute d'Icare, qui est une relecture à son époque, au XVIe siècle, d'un mythe antique. Dédale et son fils Icare sont prisonniers du Minotaure en Crète, et l'ingénieur
Dédale construit ses ailes, leur permettant de voler, de s'échapper. Et avant de s'envoler, il prévient son fils de ne pas trop s'approcher ni de l'eau ni du soleil. Mais le jeune adolescent, ivre de vitesse et de vol, s'approche trop du soleil, et donc la cire qui tient les plumes fond, et donc on retrouve Icare ici juste après sa démesure. Il a voulu s'égaler aux dieux, et se rapprocher trop près du soleil, et donc on le retrouve en train de se noyer en bas à droite du tableau. Je sais pas si on le voit pas très bien à cause des effets de lumière. Et puis il se noie dans l'indifférence complète des trois autres êtres humains qui sont sur le tableau, un laboureur, un berger et un pêcheur. Donc ça, c'est un peu le stoïcisme de Bruegel l'Ancien. Finalement, il est bon de s'éloigner de l'agitation du monde. Donc une leçon de sagesse et de philosophie. Donc on est dans ce contraste entre une confiance et une démesure de la technique qui se termine assez mal, donc dans une désillusion du corps par rapport à la machine. Ce tableau du XVIe siècle fait écho, me semble-t-il, à une pensée très juste de Daniel Cérézuel, philosophe contemporain des techniques, qui a écrit un très beau livre, La technique et la chair. Justement, on est en plein dans le sujet. Lorsqu'il parle des techniques de l'imagerie, le ressort de la fascination et de la dépendance vis-à-vis des techniques de l'imagerie réside dans la nature de l'expérience que l'usage des techniques audiovisuelles nous procure. Ce qui nous procure la jouissance et le besoin de la répéter, c'est l'abolition du principe de réalité, du rapport au temps, de la responsabilité de nos actes. Bref, c'est l'abolition des conditions inhérentes à l'existence incarnée. Donc là, on est dans une autre forme d'illusion, dans le sens où la machine fait disparaître le corps. Et donc, c'est les fameux métaverses dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ces univers virtuels, mais dans lesquels un certain nombre d'êtres humains passent beaucoup de temps et se construisent une identité, une vie sociale, un désir ou des désirs multiples et variés, c'est-à-dire des éléments proprement humains, mais qui oublient la corporalité. C'est-à-dire dans ces métaverses, on peut mourir, on peut tuer, on peut voler, on peut faire tout un tas de volets au sens de comme Icare. Donc il y a cet oubli du corps, comme si on avait plusieurs vies et que ces vies pouvaient être répétées sans fin. Et là, on est dans une illusion créée par la machine qui va jusqu'à faire oublier le corps. Donc ces deux, le tableau de Bruegel et l'analyse de Cérézuel sont justement dans cette question de la rupture entre le corps et la machine. À l'inverse, deuxième figure que je vous propose, c'est l'union la plus intime jusqu'à l'identité où le corps devient machine. Alors, comme le disait Valérie tout à l'heure, c'est pas Descartes qui a dit ça, mais après Descartes vient tout un mouvement de pensée qu'on appelle le cartésianisme et qui radicalise un certain nombre, tout en simplifiant un certain nombre de pensées de Descartes. Et on retrouve ici, dans ce tableau à droite et cette citation à gauche, deux productions de médecins de la deuxième moitié du XVIIe siècle, donc après la mort de Descartes, et cette image du corps-machine ici extrêmement prégnante. Alors à droite, je vous laisse regarder, et puis à gauche, je vais lire avec vous. Examinez avec quelque attention l'économie physique de l'homme. Qui trouvez-vous? Les mâchoires armées de dents, qu'est-ce autre chose que des tenailles? L'estomac n'est qu'une cornue. On retrouve la chimie en lien avec la mécanique. Les veines, les artères, le système entier des vaisseaux, ce sont des tubes hydrauliques. Le cœur est un ressort. Les viscères ne sont que des filtres.
des cribles. Le poumon n'est qu'un soufflet. Qu'est-ce que les muscles, sinon des cordes? Qu'est-ce que l'angle oculaire, si ce n'est une poulie, et ainsi de suite? Ce n'est pas contestable que tous les phénomènes de la nature doivent se rapporter aux lois de l'équilibre, à celles de la corde, du ressort et autres éléments de la mécanique. On est donc dans une pensée mécanique au sens des sciences du mouvement. La mécanique, c'est à la fois une référence à la machine et aussi à la science du mouvement, c'est-à-dire l'étude des corps pesants qui se déplacent. À l'époque, au XVIIe siècle, c'est la plus mathématisée des sciences, et donc ça, pour les sciences de la nature en train de se construire, c'est la référence par excellence. Donc, on ne doit pas être étonné de voir des médecins ici, iatromécaniciens, c'est-à-dire qui veulent assimiler la médecine non plus à un art, mais à une science mécanique, à une science de la machine. On est là au cœur, je pense, d'une forme d'idéologie qui court jusqu'à nous, qui en tout cas traverse toute la philosophie occidentale jusqu'à aujourd'hui, mais également, on parlait tout à l'heure de politique, toute une vision du monde qui est extrêmement marquée par le corps-machine. Le corps est une machine et la machine est un corps. Là encore, on peut citer Descartes qui parle du grand horloger. Finalement, le grand horloger, c'est Dieu qui règle l'horloge du monde, c'est-à-dire que le monde est une machine. Donc cette métaphore de la machine devient, au sens propre, finalement, une méthode d'analyse pour les scientifiques du XVIIe siècle, les savants du XVIIe siècle, parce que scientifique, c'est anachronique de dire ça. Et donc, des médecins qui sont par définition des artisans, ou des artistes, parce qu'ils sont face à des corps, et bien là, sont tentés par une généralisation mécaniste totale. Cette image, au sens de description des mots, au sens de métaphore et au sens de représentation directe, fait écho là à la citation d'un prix Nobel français, François Jacob, prix Nobel de physiologie, c'est-à-dire de médecine, qui est lui-même médecin et biologiste, qui a contribué à développer la question qui a mis en évidence l'ARN messager. Donc on est en génétique, ce qu'on appelle aussi de manière plus large la biologie moléculaire, c'est-à-dire une certaine biologie qui aura tendance à mécaniser le vivant. Voilà ce qu'il écrit en 1970, donc il n'y a pas si longtemps que ça, aussi pour vous montrer cette prédominance du cartésianisme. Ou bien les êtres sont des machines, écrit-il, dans lesquelles il n'y a à considérer que figure, grandeur et mouvement, ou bien ils échappent aux lois de la mécanique. Mais il faut alors renoncer à toute unité, à toute cohérence dans le monde. Devant ce choix, ni les philosophes, ni les physiciens, ni même les médecins ne sauraient hésiter. Toute la nature est machine, comme la machine est nature. Et donc le titre de son ouvrage, c'est La logique du vivant, donc qui fait écho à cette approche extrêmement mécaniste. On dit aussi réductionniste de la science parce que ça réduit la diversité des manières de voir à une seule épistémologie qui va être cette épistémologie mécanique. Alors dans ce texte, en quelques lignes, il est extrêmement dense. Donc la première partie, c'est cette question de la mécanique que j'ai déjà évoquée. La deuxième phrase, c'est intéressant parce que il y a un peu cette peur de perdre le principe premier ou le principe explicatif de l'univers, qui est un des fantasmes un peu de certains physiciens jusqu'à aujourd'hui, de trouver cette équation de l'univers comme si on avait besoin de remplacer Dieu par un autre principe premier qui serait cette fameuse équation. Donc on peut également penser l'univers dans une
pluralité épistémologique, et pas seulement autour de quelques principes, voire un seul principe unificateur. Et puis la troisième phrase, elle est faite de beaucoup de mauvaise foi, hein, comme quoi les savants sont aussi parfois un peu dans l'exagération, puisque je connais certains physiciens qui ne sont pas forcément réductionnistes, des philosophes qui tout au long du XXe siècle ont justement sont revenus à une approche beaucoup plus plurielle de cette réflexion sur le monde et la machine, et chacune et chacun d'entre nous a envie également que son médecin ne le prenne pas complètement pour une machine. En tout cas, c'est ce que je me dis chaque fois que j'y vais. Mais c'est peut-être pas, on est peut-être un peu naïf. Bref. Vous voyez, là encore, hein, l'histoire, c'est pas des vieilles histoires justement qui n'ont plus de sens. L'histoire, c'est aussi des traces, des empreintes du passé qui viennent jusqu'à nous. Et cette manière de penser le corps égale la machine et la machine égale le corps, même si la plupart des philosophes n'y adhèrent pas aujourd'hui, elle continue de traverser les sociétés. Et de traverser en particulier les sociétés occidentales, européennes et états-uniennes. Donc c'est aussi des pôles de réflexion, pôles d'exploitation sur telle ou telle région. Donc au début du XXe siècle en France, il y a 6 compagnies régionales qui se partagent le trafic ferroviaire. Donc on est dans du socio-politico-technique, mais comme le dit Gunther Anders ici, parfois, on ne sait plus où est la frontière entre le technique et le social. Donc, ce que fait la machine au corps, les réactions, les résistances du corps, c'est ma 4e figure. Parfois, réactions difficiles, hein, avec le corps dans la machine. À nouveau un tableau que j'aime beaucoup de Joseph Wright of Derby, donc deuxième moitié du XVIIIe siècle, où on voit ici la science devenir un fait de société, presque là la machine qu'on voit, hein, la pompe à air dans laquelle se trouve un oiseau. Donc une pompe à air, ça sert à faire du vide, en tout cas à raréfier l'air. Et cet instrument, on le trouve dans les laboratoires au XVIIe siècle, donc à l'époque de Descartes. 100 ans plus tard, il est en train de circuler dans la société avec des démonstrateurs comme ce personnage, alors avec une certaine vision de la science, hein, chez Joseph Wright of Derby, il y a toujours une forme de pré-romantisme, le savant fou halluciné, donc il regarde un peu le regard dans le vague, qui dénote la puissance de la science. Les 3 personnages qui m'intéressent dans ce tableau sont le papa, là, à droite, avec ses 2 filles, très probablement. Hein. On peut avoir une lecture extrêmement patriarcale. Effectivement, c'est le père qui va expliquer la vie à ses enfants, en particulier à ses filles. Et il est en train d'expliquer ce qui se passe dans la sphère où l'air se raréfie. Donc vous voyez, l'oiseau, il n'est pas bien en bien bonne santé, hein, il est en train de mourir. Et donc l'une des 2 filles, la plus grande, celle de droite, se cache et on imagine qu'elle est en train de pleurer. Évidemment, c'est une fille, donc les sentiments, c'est l'apanage des femmes. C'est des stéréotypes, hein, mais qui sont reproduits par le tableau, hein, c'est pas moi qui le dis. Donc la grande, en empathie complète avec l'animal en train de mourir, pleure. Et en tout cas, refuse de regarder ce qui est en train de se passer. Elle regarde, et la petite, sa petite sœur, fascinée, impressionnée, mais très attentive. Elle prend part à la démonstration et elle est sans doute également fascinée par la puissance ou le pouvoir de l'expérience en train de se produire.
une des interprétations possibles, ce serait que c'est un glissement des sensibilités. La nature, donc le vivant ici, devient un objet de science, et c'est le regard de la petite fille qui objective l'oiseau, et l'oiseau cesse d'être un vivant, cesse d'être un alter ego, alors qu'il l'est toujours pour la plus grande des deux filles, qui a donc une empathie et donc un lien sensible très fort avec l'oiseau en train de mourir. Donc on peut aussi faire cette lecture des Lumières et de la Révolution industrielle également, comme une mise en extériorité, en surplomb, vous savez, de ces savants comme maîtres et possesseurs de la nature. Encore une phrase de Descartes, donc qui se place donc qui objective la nature, c'est-à-dire qui la soumet à l'expérience. Donc cette emprise des machines et ces tentatives de réaction de l'humain, on la retrouve là encore dans une très belle citation de Georges Bernanos, écrivain catholique, en 1946, dans La France contre les robots. Il décrit toute l'emprise des machines sur l'humain. L'objection dès qu'on met en cause la machinerie, vous voyez, au sens à la fois métaphorique et comme machine de machine, c'est que son avènement marque un stade de l'évolution naturelle de l'humanité. C'est ce qu'on appelle le progrès. Bon, lui, il s'oppose à l'idée que la multiplication des machines, c'est un progrès. Il faut non pas craindre la machine, dit-il, mais leur multiplication prodigieuse. On est donc en 1946. La multiplication des machines à l'époque, c'est le télégraphe, le téléphone, un peu des tracteurs dans les champs, quelques voitures, les machines de Ford, le Fordisme, c'est la production des machines par les machines, les avions, mais là aussi, en termes de densité et d'occupation des machines, on n'est pas dans la même densité qu'aujourd'hui. Mais il sent donc cette multiplication prodigieuse à quoi rien ne semble devoir mettre fin, car la machinerie ne crée pas seulement les machines, elle a aussi les moyens de créer artificiellement de nouveaux besoins, qui assureront la vente de nouvelles machines. La seule machine, figurez-vous, qui n'intéresse pas la machine, c'est la machine à dégoûter l'homme des machines, c'est-à-dire d'une vie tout entière orientée par la notion de rendement, d'efficience et finalement de profit. Donc là, on peut dire que cette citation de 46, elle prend tout son sens encore plus. Quand je passe devant les salles de musculation, je me dis qu'on est en plein là-dedans dans une machination contre le corps. Et pas seulement contre le corps, dit Bernanos, donc philosophie chrétienne. L'homme n'a de contact avec son âme que par la vie intérieure, et dans la civilisation des machines, la vie intérieure prend peu à peu un caractère anormal. Donc, se retrouver en soi-même, en intériorité, par la pensée, donc philosopher, devient peu à peu anormal dans la civilisation des machines. Troisième partie de la citation qui a des résonances dramatiques. Quand j'ai préparé la conférence, je n'imaginais pas à quel point il fallait à nouveau redevenir pacifiste et dire qu'on était pacifiste. Je me permettrai pourtant de revenir sur ce type si parfaitement représentatif en un sens de l'ordre et de la civilisation des machines, l'aviateur bombardier. Vous savez tous très bien qu'à la civilisation des machines doit logiquement correspondre la guerre des machines. Et donc il a assez de grimaces hypocrites, dit-il, à ses contemporains. Parce que effectivement, il y a toujours cette responsabilité de l'humain par rapport à la machine, et donc cette résistance, cette réaction de l'humain à la machine, c'est également une posture, une position, j'ai envie de dire une nécessité philosophique, parce que la machine, en déplaçant les choses, en particulier en déplaçant les bombes, fait qu'on peut être meurtrier
sans s'en apercevoir et sans voir justement les gens que l'on est en train de tuer. Donc ça, c'est probablement l'une des grandes découvertes du XXe siècle, avec un certain nombre de guerres à distance, même la Première Guerre mondiale, hein, sur laquelle je vais enchaîner, et justement cette première guerre où de manière massive les technosciences, les sciences et les techniques sont utilisées. Et donc on passe ici à travers la guerre à ces figures politiques des corps machinés. J'aime bien cette expression pour rendre compte de ce tableau de l'expressionniste Otto Dix, die Schatzspieler, les joueurs de skat, c'est un jeu de cartes allemand que je ne connais pas. S'il y a des amateurs, vous pouvez nous expliquer les règles. Mais en tout cas, ce qu'on voit très bien dans cet assemblage, hein, parce que c'est pas une peinture, c'est une peinture, mais aussi il y a des morceaux, il y a des collages qui sont réalisés par Dix, aussi pour rendre compte de l'assemblage que les gueules cassées doivent subir après la Première Guerre mondiale, d'assemblage donc de masques métalliques, de parties métalliques, de prothèses, de machines également. On voit des machines auditives par exemple qui sont installées sur ces gueules cassées qui ont perdu un certain nombre de leurs membres, donc leur visage. C'est quelque chose d'assez réussi en termes de suggestion de l'horreur. Et Otto Dix a cette phrase extrêmement intéressante, je trouve, aujourd'hui. Ça fait un siècle qu'elle est intéressante, hein, mais encore plus aujourd'hui. Je n'ai pas peint des scènes de guerre pour empêcher la guerre. Jamais je n'aurais eu cette prétention. Je les ai peintes pour conjurer la guerre. Tout art est conjuration. Je trouve cette phrase extrêmement intéressante. La conjuration, vous savez, c'est une forme de rite collectif que l'on fait ensemble. Alors il peut y avoir une dimension sacrée, hein, mais finalement faire société, c'est aussi d'une certaine manière une forme de sacralité. Finalement, l'art est peut-être l'un des remparts, l'un des rites collectifs qui peuvent nous aider contre la guerre, tenter de la conjurer et donc peut-être de l'empêcher. Donc on est rentré là dans une dernière figure de l'articulation entre corps et machine, où c'est l'assemblage entre le corps et la machine, assemblage, donc fusion, interconnexion forte, pas fusion mais interconnexion forte. Ce mot d'assemblage va très très bien. Ce qui fait suite à la Première Guerre mondiale et à la chirurgie maxillo-faciale qui est développée dans les années juste après, enfin pendant la guerre et juste après la guerre, a des répercussions assez étonnantes là encore autour de cette chirurgie maxillo-faciale. Les États-Unis, seuls pays à poursuivre après la Première Guerre mondiale les opérations chirurgicales sur les corps humains, cette fois-ci sur les hommes, donc pour leur permettre de retravailler l'éthique du travail aux États-Unis et pour transformer un petit peu leur visage quand il était trop racialisé, donc réduire en particulier la taille des nez. Ça se fait dans les États-Unis des années 20, société raciale, société raciale et société raciste également. On retrouve donc directement conséquence de la Première Guerre mondiale avec le développement donc de cette chirurgie esthétique dans les années 20, qui devient on change de genre ici avec une chirurgie plastique des femmes, là encore aux États-Unis, leader mondial de la chirurgie esthétique, à partir des années 60. En lien avec le vieillissement des corps
évidemment qui s'accompagne d'une, tout ça, c'est des injonctions aussi normatives du patriarcat sur le fait que on sait bien, les hommes vieillissent beaucoup mieux que les femmes. Là encore, c'est un stéréotype qui fait que, donc justement, cette approche de la chirurgie plastique est directement dirigée en priorité vers le corps des femmes. C'est véritablement une guerre faite au corps, hein, la chirurgie plastique, parce que ça invente des images et des liens entre donc des corps et des images. Là, en termes de statistiques, c'est intéressant de voir ces statistiques à la fin des années 1990 aux États-Unis. Dans l'ordre des opérations chirurgicales opérées, c'est la liposuction d'abord, ce qui rend compte également des dysfonctionnements d'une société, hein, puisque les États-Unis, c'est la société où on mange le plus, on gaspille le plus, on mange à peu près tout et n'importe quoi, et donc on voit que l'autre versant, c'est la liposuction. Il faut bien ressortir ce qu'on a fait rentrer. Donc on a cet ensemble, donc liposuction, augmentation de la poitrine, taille des yeux. Là aussi, c'est des questions raciales, racistes, lifting du visage, peeling chimique également. Alors par rapport à ces questions de chirurgie plastique et esthétique, deux pensées qui me semblent sortir un peu de cette normativité de nos sociétés que j'ai envie de partager avec vous. La première, c'est une philosophe états-unienne qui s'appelle Donna Haraway, qui propose dans les années 80 un manifeste cyborg. Alors, la figure du cyborg est extrêmement populaire en science-fiction. Voilà, je vous ai mis ce film que j'aime bien, Ghost in the Shell, film d'animation japonais des années 90, qui montre justement la conception, l'assemblage d'un cyborg qui a justement le corps d'une femme et avec deux ingénieurs hommes en train de réaliser l'assemblage. Mais Donna Haraway transgresse cette image patriarcale et militaire du cyborg pour envisager, dit-elle, de nouveaux accouplements fertiles, chimères hybrides de machines et d'organismes théorisés puis fabriqués. Le cyborg est une créature qui vit dans un monde post-genre. Il n'a rien à voir avec la bisexualité. Le cyborg ne rêve pas d'une communauté établie sur le modèle de la famille organique. Le monde cyborgien pourrait être un monde des réalités corporelles et sociales dans lesquelles les gens n'auraient pas peur ni de leur double parenté avec les animaux et les machines. Donc, on a vu ça tout à l'heure dans le tableau de Joseph Wright of Derby, ni des idées toujours fragmentaires, des points de vue toujours contradictoires. On a vu ça tout à l'heure avec François Jacob, hein, cette volonté d'unitarisme, d'universalisme. Faux, évidemment, parce que c'est toujours situé. C'est aussi Haraway qui a attiré notre attention là-dessus. Ou enfin, on pourrait faire une place à l'affinité, une plus grande place à l'affinité, un lien, donc concept chimique, un lien non de sang mais de choix, attraction d'un noyau chimique par un autre, avidité, désir, envie. Donc le cyborg pourrait aussi nous aider à penser, repenser, décaler la pensée par rapport justement à des routines de pensée, à des évidences qui n'en sont pas. Et la deuxième expérience aussi d'assemblage qui dérange également, hein, c'est cette artiste française, Orlan, qui prend son corps comme terrain d'expérimentation dans ce qu'elle appelle l'art charnel, hein, une opération chirurgicale et une performance en même temps qu'elle trace avec la chirurgie esthétique sur son propre corps. Hein. On voit ici un des résultats, mais la version la plus connue, c'est que au lieu d'utiliser les implants pour remonter les joues, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour remonter les joues qui s'affaissent avec l'âge,
au lieu de les mettre sur les joues, elle les fait mettre ici au-dessus des yeux pour décaler justement le regard en disant voilà où je mets mes implants et donc mon message est aussi politique, c'est ce qu'elle dit à la fin de la citation, le corps est modifié et ainsi il devient un lieu de débat public, c'est-à-dire que elle utilise son corps pour critiquer la normalisation sociale dont je vous parlais tout à l'heure, en particulier celle-ci autour de la chirurgie esthétique, mais bon, pas seulement, puisque son propos est très généralement féministe, et donc elle appelle ça l'art charnel par opposition au body art, qui est un peu plus, qui est plus basé sur le tatouage et les piercings, et donc qui fait plus mal. Donc dit-elle, pour elle, c'est une forme d'hédonisme également. Bon. J'en arrive donc à ma conclusion. Je pense que les machines sont aussi là pour nous faire penser et repenser la condition humaine. Et avec Bernard Stiegler, j'attire notre attention sur ce nouvel âge du capitalisme qu'il appelle l'âge relationnel. C'est l'âge des réseaux, l'âge réticulaire. Je crois que c'est réticulaire d'ailleurs, je me suis trompé. C'est dans l'âge réticulaire, l'âge des réseaux. Finalement, cette multiplication des réseaux, le fait que les réseaux viennent taper en permanence, bip, 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 j'ai reçu un message, bip, 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 provoque des pulsions libidinales incontrôlables, incontrôlées. Et le grand problème de notre société, dit-il, c'est le dysfonctionnement de l'économie libidinale, l'économie du désir sexuel, du désir du corps, qui est détourné, mais aussi du désir de la création, de la créativité, qui est détourné par des achats compulsifs, par les objets justement qui sont produits par les machines. En tout cas, vaste question. Comment penser, rétablir, agir sur d'éventuels dysfonctionnements de l'économie libidinale. Et donc ça me conduit à cette réflexion finale sur la condition humaine, avec Frédéric Lordon et Sandra Lucberg sur leur dernier ouvrage Pulsion. Ils mettent bien en évidence comment finalement l'humain est marqué par une double coupure entre soi et les autres, et entre un soi agissant et un soi réfléchissant, et que finalement, là encore, l'harmonie ou l'articulation entre ces coupures qui sont inhérentes à la condition humaine sont défigurées, sont transformées, sont remodulées par les stimulations numérico-audiovisuelles sur la psyché. Je salue également deux compagnons de réflexion, Émilie Valézac et René Clessio-Mosselin, qui sont dans la salle et qui m'ont aidé par leur discussion à préparer cette conférence. Émilie, littéraire autour de cette question. Au fond, le problème, c'est sans doute, dit-elle, le devenir machine de l'humain, c'est-à-dire qu'en fait, on copie de plus en plus la bêtise humaine par un certain nombre de manières d'être. Donc l'humain, cet automate qui s'ignore, me disait-elle. Et René qui demande à ses étudiants en permanence, mais au fond, dans une heure, dans une journée, dans une semaine, à qui donnez-vous votre attention? Et donc, c'est aussi les ressorts de l'individu, de l'attention que l'on peut donner à ou ne pas donner à, c'est-à-dire peut-être également sortir de, ne pas participer à. Et j'en conclus avec Bernard Stiegler que la pharmacologie de la technique est probablement ce qui peut nous en aider à avoir une réflexion apaisée avec la technique. La pharmacologie, dit-il, c'est le poison, enfin ce qui fait le poison, c'est la dose. Et donc, de la même manière avec les techniques, il revient donc sur cette question
de l'énergie d'existence, de l'énergie libidinale, de l'énergie créative, de la jouissance, au sens de la créativité et du plaisir, et pas au sens de la consommation, là encore où le capitalisme réticulaire essaie de détourner notre énergie libidinale dans ces réseaux, d'essayer de capter notre attention. Et c'est sur ces mots de Bernard Stiegler que je m'arrête et que je vous remercie pour votre attention.